Merci beaucoup, Idriss. Voilà, bonjour à tous. Donc, un update un peu inhabituel ce matin sur l'ostéoporose, puisqu'on ne va pas parler en fait de l'efficacité des traitements sur la maladie elle-même, mais un certain nombre de bénéfices secondaires, réels ou potentiels, qui ont émergé de nombreuses études cliniques. Juste pour poser la toile de fond, donc cette revue récente rappelle l'efficacité antifracturaire des différents traitements de l'ostéoporose. Donc ici, la réduction du risque relatif de fracture vertébrale et de fracture non vertébrale. Vous avez les traitements ici par gradient, je dirais, de puissance et d'efficacité. On commence en bas par le raloxifène, qui donc est un dérivé sélectif du récepteur aux estrogènes qu'on donne d'habitude pour les femmes qui ne veulent pas d'estrogènes dans les premières années qui suivent la ménopause, puisqu'effectivement ce type de dérivé, comme vous le verrez, un effet protecteur comme les œstrogènes sur le squelette, mais évite les effets stimulants des œstrogènes sur les autres tissus. Après, il y a les biphosphonates que vous connaissez bien par voie orale, dont l'alendronate, ou par voie intraveineuse, celui qui est le plus utilisé aujourd'hui étant le zoledronate. Et puis ici, le dernier antirésorbeur qui est donc le denosumab. Et vous voyez un gradient d'efficacité. Plus la molécule est puissante en termes d'effet antirésorbeur, plus il y a de réduction des fractures vertébrales. C'est la même chose pour les fractures non vertébrales. À noter là que certains traitements n'ont pas d'efficacité réellement démontrée. Et puis en haut, vous avez les traitements dits ostéo-anaboliques, des traitements injectables qui, eux, n'ont pas d'effet primaire sur la frénation de la perte osseuse, mais vont stimuler la reconstruction de l'os et qui sont eux aussi donc extrêmement efficaces. On a quelques études face à face entre ces traitements, des vraies études de phase 3, avec les fractures comme endpoint primaire. Mais pour étendre la comparaison, je vous montre ici une méta-analyse en réseau relativement récente qu'on a publiée avec quelques collègues pour illustrer 2-3 choses. Si on regarde l'efficacité comparée de ces traitements dans ce type d'analyse en réseau, en termes de réduction des fractures cliniques, on ne voit pas de différence significative entre antirésorbeurs, en particulier entre biphosphonate et denosumab. En revanche, on voit que si on traite des patients, il s'agit là de patients à haut risque, avec des biphosphonates plutôt qu'avec des agents ostéo-anaboliques, on a plus de fractures. Autrement dit, les agents ostéo-anaboliques deviennent plus efficaces que les antirésorbeurs que les biphosphonates dans les situations à haut risque. Et puis, même chose face au denosumab, on a plus de fractures sous denosumab que sous agents ostéo-anaboliques. Donc là aussi, ça va vers les guidelines récentes qui disent s'il y a un très haut risque de fracture, on va favoriser les agents de type donc, teriparatide ou maintenant romosozumab en première intention. Bon, ça c'est la toile de fond. La vraie question du jour, elle n'est pas là. C'est y a-t-il des bénéfices secondaires? Et ceci est relativement important dans la conversation qu'on a avec les patients, particulièrement, vous le verrez, sous biphosphonate, parce que les patients viennent bourrés d'angoisse de ce qu'ils ont lu sur Internet. Leur dentiste essaie de les dissuader à cause de potentielles complications d'ostéonécrose de la mâchoire, dont l'incidence d'ailleurs est extrêmement rare. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est aussi potentiellement des arguments de dire on ne va pas seulement avec certains de ces traitements sauver votre os, mais on va aussi peut-être vous donner des bénéfices secondaires. Alors, le raloxifène, donc ce dérivé sélectif du récepteur aux oestrogènes, vous voyez qu'il a été testé, et ça ne date pas d'hier, dans 4 études majeures, avec des milliers de patients dans chaque étude. Ça a commencé par une étude mort dont le but primaire était clairement de voir si par rapport à un placebo, ça réduisait les fractures, chez des femmes ménopausées ostéoporotiques. Bien. Mais il y avait dans les endpoints secondaires aussi un certain nombre de paramètres qui ont été enregistrés, dont l'incidence de cancer du sein, ce qui est logique puisqu'on parle ici, après tout, d'un dérivé des œstrogènes, tout sélectif soit-il. Et puis, comme vous le verrez, à cause des résultats, il y a eu ensuite une extension de cette étude de 4 ans supplémentaires chez plus de 4000 patientes, dont le cancer du sein invasif est devenu un endpoint primaire. Il y a eu une étude dédiée avec raloxifène contre placebo pour examiner le nombre d'événements cardiovasculaires et également, encore une fois, le cancer du sein invasif. Et puis finalement, il y a une étude STAR, qui est une étude comparative, raloxifène, tamoxifène étant le dérivé sélectif typiquement
utilisé, en tout cas à l'époque, avant les inhibiteurs de l'aromatase, en traitement adjuvant du cancer du sein positif pour les récepteurs aux oestrogènes. Donc beaucoup de données. Et pour faire court, toutes les études qui ont examiné l'incidence de cancer du sein invasif en intention primaire ou secondaire ont montré la même chose, à savoir une réduction très significative d'incidence du cancer du sein sous raloxifène. Pourquoi? Parce que si c'est un effet comme les œstrogènes sur le squelette, sur le sein, c'est en effet un effet anti-œstrogénique, donc plutôt protecteur contre la stimulation par les œstrogènes résiduels. Et puis, il y a eu cette étude comparative contre le tamoxifène, dont je rappelle qu'il est un traitement adjuvant du cancer du sein reconnu à l'époque, où on voyait qu'il n'y avait pas de différence entre ce raloxifène à but osseux et un tamoxifène à but prévention d'une récidive de cancer du sein. Donc on dit là une efficacité qui était semblable, peut-être un peu moins sur les cancers ici non invasifs, mais avec un petit avantage, c'est que contrairement au tamoxifène qui a comme effet secondaire une stimulation du tissu utérin et donc un petit risque majoré de cancer de l'utérus, on voit moins d'effets délétères du raloxifène et surtout moins d'événements thromboemboliques. Donc un bénéfice secondaire sur le cancer du sein qui était tout à fait prouvé et démontré. Et puis il y a eu cette étude rousse ensuite qui allait regarder s'il y avait des bénéfices en termes d'événements cardiovasculaires, en partant de l'idée que ça allait peut-être améliorer le profil particulièrement lipidique des patients. Alors ça avait commencé par une analyse secondaire dans l'étude principale, qui était l'étude donc sur les fractures, l'étude mort, où les auteurs avaient regardé les événements cardiovasculaires et puis ensuite avaient défini des critères, alors des critères qui ont fait long feu, mais qui pendant longtemps ont été des critères importants, dits de haut risque cardiovasculaire, que vous voyez ici. Ils faisaient un score, qu'on appelle le score d'ailleurs, de route. Et si le score était supérieur à 4, on définissait les patients comme étant à haut risque cardiovasculaire, et il y avait 1000 sur les 7000 patients de l'étude qui rentraient dans ces critères. Et en fait, il n'y avait pas de différence significative sur les événements cardiovasculaires entre raloxifène et placebo dans l'ensemble de l'étude, mais chez ces patients à haut risque, une diminution significative de 40% des événements cardiovasculaires. Et donc, ceci a été regardé en plus de détails. On voyait que c'était essentiellement une diminution, et c'est pour M. Kleinschmidt, des accidents vasculaires cérébraux. Et c'est ça qui avait trigué de faire une étude dédiée, qui était l'étude route, chez des patients à risque cardiovasculaire élevé contre placebo, mais cette étude n'avait pas confirmé de diminution significative des événements cardiovasculaires raloxifène versus placebo. Elle avait aussi montré qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque. Donc pour le sein, c'était clair et confirmé. Pour les événements cardiovasculaires, les observations préliminaires de sous-groupes dans l'étude principale n'ont ensuite pas été confirmées dans un sens ou dans l'autre. Alors les biphosphonates, c'est beaucoup plus riche comme histoire parce que, vous voyez ici en résumé, qu'il y a potentiellement toute une série de bénéfices secondaires, à commencer par la mortalité, et qui va se décliner par une réduction du risque cardiovasculaire, de cancer, d'infection, etc. Et je vais vous montrer à quoi ça tient. Et en fait, en termes biochimiques, il y a une logique à penser que les biphosphonates peuvent avoir des effets immunomodulateurs protecteurs, parce que je vous rappelle ici la voie du mévalonate, que vous connaissez par cœur, qui est donc la fameuse voie biochimique qui, par ailleurs, est inhibée par les statines, quand on veut prévenir l'hypercholestérolémie. Et vous voyez que la cible des biphosphonates, c'est une enzyme qui s'appelle ici l'IPP, enfin l'isopentényl diphosphate-ase, ou la FPP synthase qui est là. Et les biphosphonates, en ciblant cette enzyme, la bloquent. Alors, en termes d'os, c'est ça qui permet de bloquer l'action des ostéoclastes, des cellules résorbantes, mais il se trouve que si le composé s'accumule dans d'autres cellules, l'accumulation de ce substrat, l'IPP, est un puissant immunomodulateur. C'est d'ailleurs ça qui explique pourquoi, lorsqu'on fait des injections d'acide zolédronique, on a souvent ce qu'on appelle cette réaction de phase aiguë, où le patient, pendant 1 jour ou 2, a fièvre et frissons, parce qu'il y a eu en fait un relargage de cytokines inflammatoires des cellules T. Mais il y a aussi un effet bénéfique
parce que la stimulation de certains sous-types de lymphocytes par ces IPP, et je ne vous lirai pas le nom barbare de ces lymphocytes, sont des cellules qui sont importantes en termes de contrôle de l'immunité et donc de l'infection et aussi potentiellement du cancer. Donc c'est pour dire qu'il y a un rationnel biochimique lié au mode d'action des biphosphonates pour expliquer certaines des observations que je vais vous montrer et que ce n'est pas juste de l'observation épidémiologique sans rationnel biologique. Alors la première observation qui était vraiment très clé, c'était dans une étude acide zoledronique contre placebo, qui est une étude où l'acide zoledronique avait été donné à des femmes qui venaient d'avoir une fracture de hanche, injection faite dans les 3 mois, et ensuite, durant 3 ans, étude qui avait démontré une réduction des fractures secondaires. Et puis, l'observation montrée ici, c'est que dans cette même étude, il y avait une diminution de 30% de la mortalité. Alors bien sûr, c'est des patients avec une fracture de hanche qui sont à très haut risque de mortalité, et donc c'est une observation importante. Alors on s'est dit, c'est logique, parce que comme on réduit les fractures, et que les fractures chez les patients âgés fragiles sont associées au décès, on réduit les fractures, on réduit les décès. Et en analysant de près l'étude, les auteurs se sont rendus compte qu'en fait, la réduction de la mortalité n'était pas du tout liée à la réduction des fractures secondaires. Et en fait, d'autres études ont montré que cette réduction de mortalité après une fracture de hanche sous Zoll, elle est due à une diminution des complications infectieuses. Ici, une grosse étude observationnelle qui vous montre qu'en donnant, alors ça c'est pas ici dans cette étude que de l'acide zoledronique, c'est la classe des biphosphonates contenant du nitrogène en général, donc ça inclut alindronate et zoledronate. Mais vous voyez que les patients après fracture de hanche qui reçoivent ces traitements par rapport à des patients qui ne sont pas traités au biphosphonate ont une réduction très significative du taux de pneumonie et de la mortalité liée aux pneumonies, de nouveau potentiellement liée à cet effet immunomodulateur que je vous ai fait voir avant. Et puis il y a une étude beaucoup plus récente, 2018, qui est encore plus étonnante avec le zoledronate. Donc c'est une étude qui, au lieu de cibler des patientes, comme on les traite d'habitude, avec un très haut risque de fracture ou déjà fracturées, a utilisé le zoledronate chez des femmes, certes âgées, 70 ans d'âge moyen, mais qui avaient une simple ostéopénie. Elles n'avaient même pas d'ostéoporose. Et le but, c'était de voir si en donnant une injection d'acide zoledronique tous les 18 mois sur 5 ans, donc ça fait 3 injections sur 5 ans, on avait une réduction des fractures, et l'étude New England avait montré effectivement que dans cette modalité préventive chez les femmes en ostéopénie, on réduisait de manière très significative le risque de fracture. Mais ce qui était plus étonnant, c'était ça. C'est-à-dire que dans cette même étude, on avait des effets qui allaient dans le bon sens, potentiellement favorables, sur la mortalité, l'incidence maladie coronarienne et également les cancers. Et je vous montre ça en plus de détails. 35% de réduction de la mortalité, certes avec un intervalle de confiance qui dépasse 1, donc un trend, mais enfin ça allait dans le sens de l'étude précédente chez des femmes beaucoup plus âgées après fracture. Il y a d'ailleurs eu beaucoup d'observations de ce type qui ont conduit à une méta-analyse. Alors vous voyez que les résultats de la méta-analyse font bien voir que les résultats du ZOL sur la mortalité dans les études sont extrêmement hétérogènes, d'accord ? Ici, l'étude de Reed que je viens de vous montrer, ça c'est l'étude ZOL post-fracture. En moyenne, on voit qu'il y a un trade non significatif. Donc la question, elle est quand même posée par 2 grosses études importantes de New England, mais dans la globalité, on garde un point d'interrogation, même si ça a l'air d'aller dans le bon sens, et la conclusion est simple, c'est qu'il faut encore plus d'études sur cette endpoint. Après, comme je l'ai dit, il y a les effets cardiovasculaires. Et ça, c'est une méta-analyse d'études anciennes, parce que la méta-analyse, elle n'est pas toute récente, je crois qu'elle est 2016, qui montrait que globalement, là aussi avec pas mal d'hétérogénéité, on avait une réduction, limite significativité, 20%, mais nous on a un intervalle de confiance qui dépasse 1, des événements cardiovasculaires sous zoledronate par rapport au placebo. Et puis pour montrer ça de manière encore plus précise, ça c'est une grosse étude observationnelle, de nouveau chez des patientes après fracture de hanche qui reçoivent de l'alindronate, et avec un suivi qui est extrêmement important. Et vous voyez qu'avec un suivi aussi long, on note de manière assez précoce une diminution de la mortalité cardiovasculaire, une diminution des infarctus et également ici une diminution des
AVC. Alors, on me dirait tout ça, ça vient d'où? Alors c'est une autre physiopathologie par laquelle les biphosphonates potentiellement préviennent la calcification vasculaire. Et puis pour revenir à l'étude de Reed, l'étude donc où il avait donné le zol en prévention chez les femmes ostéopéniques, la diminution taux d'infarctus était significative et de l'ordre de 42%, et d'événements cardiovasculaires composites significatifs de l'ordre de 30%, et il concluait que pour 1000 personnes recevant donc, du zoledronate, non seulement il prévenait 16 fractures de fragilité, mais il prévenait 5 événements vasculaires. Ceci, avec toutes les autres études suggérant un effet favorable sur le cardiovasculaire, était évidemment quelque chose d'intéressant comme un potentiel bénéfice secondaire. Et puis la dernière observation favorable dans cette étude-là, c'était, et de manière peut-être encore un peu plus étonnante, une diminution du risque de tous les types de cancers, et particulièrement du cancer du sein, chez les patientes sous acide zoledronique par rapport aux patientes placebo, ceci sur la durée de l'observation de 5 ou 6 ans. Il y a d'ailleurs une étude d'observation prolongée qui vient de paraître et qui confirme ces résultats. Donc vous voyez des bénéfices à plusieurs niveaux. Alors bien sûr que le bénéfice des biphosphonates sur la prévention des cancers, par exemple du cancer du sein, c'est quelque chose d'assez connu parce que vous savez que les biphosphonates sont donnés comme adjuvants dans les cancers du sein, alors soit parce qu'il s'agit de cancers justement invasifs avec métastatisation osseuse, soit en prévention de la perte osseuse si on donne des anti-aromatases. Et ici, c'est une analyse résumée de Coleman il y a quelques années, où vous voyez que globalement, en adjuvant d'un cancer du sein qui n'est pas très avancé, donc précoce, en termes de méta-analyse, on a une diminution significative chez les femmes ménopausées du risque de récidive du cancer lui-même, de nouveau probablement médié par ces effets immunomodulateurs dont je vous parlais au début. Voilà. Et puis je finis par le denosumab, puisque là aussi, en dehors de ces effets clairement démontrés sur le traitement de l'ostéoporose et la réduction des fractures, on a potentiellement des bénéfices sur 2 autres tissus, et j'avais déjà parlé une fois ici du diabète Frécourt, mais qui sont des effets sur le muscle et sur le diabète donc. Alors là aussi, ça a commencé par une observation tout à fait inattendue dans la collection des effets secondaires de l'étude principale denosumab sur les fractures. On se rend compte que dans les effets secondaires, il y a moins de chutes dans le groupe denosumab que dans le groupe placebo. Alors ça paraît évidemment dû au hasard, puisqu'on collecte des centaines d'effets secondaires et que ça ne fait pas de sens. Mais en fait, ça a intrigué certaines personnes, dont nous, à aller regarder un peu plus près si cette réduction de risque de chute pourrait avoir un rationnel physiologique. Ça, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas juste l'effet d'une étude, parce que c'est une analyse récente poolée de plusieurs études denosumab qui montre qu'effectivement, on a une probabilité de ne pas chuter sous ce traitement qui est meilleure que dans les études, dans les groupes placebo de ces études. Donc un effet bénéfique sur la chute qui est confirmé. Et puis ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait fait d'abord une étude exploratoire. On avait regardé l'effet comparatif d'un placebo, de l'alendronate ou du denosumab chez les femmes ménopausées qui avaient une ostéoporose assez sévère. Bien sûr qu'on voyait un bénéfice sur la densité osseuse, ici au niveau lombaire, de l'alendronate, un bénéfice meilleur du denosumab, ça on le sait. Mais ce qu'on avait aussi montré, c'est qu'il y avait ici une amélioration de la masse maigre au niveau des membres, donc des muscles au niveau des membres, et une amélioration de la force de préhension mesurée par un dynamomètre, donc du N-grip, suggérant une amélioration des fonctions musculaires. Et puis, pour faire courte, une histoire longue, ceci, en fait, résulte d'une amélioration de la captation de glucose par le muscle sous traitement de denosumab, et ça a maintenant été confirmé dans plusieurs études. Et puis, il y a l'effet diabète. Alors, de nouveau, c'est une observation à la base secondaire dans l'étude principale fracture.
où mes collègues ici ont regardé un sous-collectif de diabétiques dans l'étude ostéoporose recevant denosumab ou placebo et ne voient pas de différence sur les taux moyens de glycémie. En revanche, lorsqu'ils ont regardé un sous-groupe, certes pas très grand, de patients qui étaient diabétiques mais qui ne prenaient pas d'antidiabétiques oraux, dans des stades plutôt pré-diabète, diabète précoce, là, ils voyaient potentiellement une diminution de l'ordre de 10% des glycémies chez ces patients. D'autres sont allés faire ce qu'on avait fait nous sur le muscle. Ils ont fait une petite étude comparative calcium, vitamine D, un biphosphonate qui était l'alendronate ou le denosumab pendant 1 an chez des patientes avec un diabète peu sévère et montraient très clairement que sous denosumab, il y avait une diminution de l'hémoglobine glyquée sur 12 mois, une diminution de la glycémie à jeun, ce qu'on ne voyait pas sous biphosphonate. Donc, ce n'est pas lié à l'effet antirésorbeur général, c'est vraiment lié à la molécule elle-même. Il y a en fait tout un mécanisme à la fois de nouveau hépatique et musculaire qui peut expliquer pourquoi le denosumab peut améliorer la glycémie dans certaines circonstances. Et puis ça, je l'avais présenté un flash l'année dernière, mais je le remonte pour ceux qui n'étaient pas là. Ce qui vient prouver cet effet potentiel denosumab sur le diabète, c'est cette très grande étude, alors chère à Idriss sans doute, parce que épidémiologique observationnelle, dans la première database des UK, qui collecte, comme vous le savez, des données sur des millions et des millions de patients collectés par les médecins de famille. La méthode utilisée ici est une méthode statistique extrêmement stringente pour pouvoir rendre les groupes comparables. Et quand je parle de groupes, ce sont des groupes qui soit sont des utilisateurs de biphosphonate, soit des nouveaux utilisateurs de denosumab. Et le primary outcome ici, c'était l'incidence de diabète. Et ce qu'ils avaient montré, c'était que chez les gens qui initiaient le denosumab, il y avait une diminution donc, tout à fait significative de l'incidence de patients développant un diabète comparé aux patients qui sont sous biphosphonate. Et en analyse de sensibilité, il montrait que cet effet était particulièrement marqué lorsqu'on parle de patients en prédiabète et pas lorsqu'on parle de patients en diabète plus avancé. Alors, pour résumer, ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a un effet clair, bénéfice secondaire, c'est le raloxifène, qui non seulement prévient la perte osseuse, certes de manière modérée, parce que c'est un antirésorbeur assez modéré, mais très clairement un bénéfice sur le cancer du sein non invasif. Ensuite, il y a l'histoire des biphosphonates et surtout l'acide zolédronique avec cet effet immunomodulateur qui, en tout cas dans certaines circonstances, peut diminuer la mortalité, potentiellement l'incidence de cancer et de maladies cardiovasculaires, peut avoir un effet favorable sur les infections, et celles-ci particulièrement chez les patients âgés, en post-chute, etc., etc. Même si ces données, comme vous l'avez vu, résultent d'observations qui ne sont pas primaires mais secondaires dans les études, et que les méta-analyses sont parfois un peu borderline. Et puis il y a le denosumab qui traite l'ostéoporose, mais qui a des mécanismes potentiels d'amélioration de la fonction musculaire, donc peut-être en traitement de choix chez le patient ostéosarcopénique et potentiellement également chez le patient ostéoporotique en prédiabète, puisqu'il pourrait contribuer à améliorer les glycémies. Sur ce, merci.